Alors bienvenue à cette conférence dans la semaine du développement durable. L'objectif aujourd'hui, on est à la gare, c'était de Toulon. Et on va parler de la spiruline, qui est une microalgue, au service de la nutrition, mais aussi au service du développement durable. C'est le thème de la semaine qu'on fait ici, donc on va en parler. On va développer plusieurs aspects de la culture de la spiruline. Tout d'abord les techniques de production artisanale. Ensuite, on verra l'intérêt nutritionnel de la spiruline, également ses applications dans le domaine du développement durable. Puis ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses qui permettra d'échanger autour de tous ces sujets. D'accord ? Alors l'intervenant qui vous parle aujourd'hui, je m'appelle Jean-Bernard Signon, j'ai 44 ans, je suis cultivateur de spiruline depuis 2005. C'était la première ferme de spiruline de la région Provence-Côte d'Azur à l'époque. Maintenant, nous sommes plus de 40 producteurs en PACAR et près de 40 producteurs et près de 25 dans le Var, dont une grosse concentration autour de Hyères, qui est la première zone de production française de spiruline depuis quelques années. Donc j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. J'ai découvert la spiruline en 2004. Je me suis formé au lycée agricole de Hyères pour apprendre la culture et j'ai démarré la production en 2005. Voilà, donc j'ai participé depuis pratiquement tous les colloques internationaux qui ont eu lieu autour de la production de spiruline, notamment en Afrique, au Niger, au Togo, au Burkina Faso et au Cameroun l'année dernière. Entre-temps, j'ai formé plus de 40 stagiaires dans mon installation, donc plus de 15 aujourd'hui sont producteurs de spiruline en France et ailleurs. Également, je fais de l'assistance technique bénévole sur des projets de développement de spiruline en France et à l'étranger pour favoriser le développement de la spiruline à l'échelle agricole, on va dire, à petite échelle, on verra ce que c'est. Également, je suis membre fondateur de la Fédération des spiruliniers de France qui rassemble aujourd'hui presque 100 producteurs français de tous horizons, y compris maintenant un peu plus au nord, puisqu'il y a de la production jusque dans la région de Lyon et même en Normandie. Donc la Fédération des spiruliniers de France, pour en dire un mot, le nombre de producteurs français. On va parler du développement durable, mais aussi du développement rural. On est passé en France de 4 producteurs en 2004 à plus de 120 en 2013, donc un gros développement. On verra que c'est lié à la mise en place d'un système de production technique et économique qui permet de vivre de cette activité, qui a permis ce développement assez important dans un contexte agricole où on a plutôt une disparition des exploitations agricoles en ce moment. Et là, à l'inverse, on est sur un développement très important de cette activité. La répartition des producteurs en France, elle est essentiellement dans le sud de la France, puisque on verra tout à l'heure que la spiruline a besoin d'une chaleur assez importante pour se développer, des températures dans l'eau entre 25 et 35 degrés, qui nécessitent donc un bon ensoleillement, qui va permettre donc de faire chauffer l'eau et de produire la spiruline. Donc ici, c'est une petite photo de groupe, pour voir un peu le nombre de personnes qui s'intéressent à la spiruline. Il faut préciser aujourd'hui qu'on n'a aucun soutien financier quelconque et que tout le travail de développement qu'on fait autour de la spiruline se fait uniquement grâce au bénévolat et l'enthousiasme des producteurs. C'est une agriculture qui n'est pas subventionnée, nous n'avons aucune subvention française, européenne ou autre. Tout se fait donc sur la réalité du travail et la vente directement auprès des consommateurs finaux pour générer le chiffre d'affaires de nos activités. Donc tous ces gens-là cultivent la spiruline. Alors la spiruline, qu'est-ce que c'est Donc on va d'abord parler un petit peu de l'histoire de la spiruline. J'en ai amené un petit peu dans cette bouteille que vous voyez ici. Vous voyez donc un liquide vert qui est dans une bouteille en verre. Ce liquide vert, en fait, il est vert parce qu'il contient des milliards de petites spirulines microscopiques qu'on voit ici sur une vue au microscope. On voit ces petites formes de spirales, d'où le nom spiruline en fait. Donc la spiruline est une microalgue dont la taille d'un bout à l'autre est de l'ordre de 50 microns. Donc on est sur 1/20 de millimètre. Donc dans l'eau, on verra tout à l'heure dans les bassins, il y a des milliards de spirulines qui se développent. C'est ce qu'on va cultiver. Le nom latin c'est Arthrospira platensis, on l'appelle plutôt spiruline parce que c'est un nom qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à retenir. Il faut savoir que c'est donc la famille des algues bleues qu'on appelle aussi des cyanophycées. C'est une des premières formes de vie apparues sur Terre. On considère que les algues bleues sont sur la planète depuis plus de 3 milliards d'années, bien avant toutes les autres formes de vie qu'on connaît habituellement, comme les végétaux ou les animaux. On a considéré aussi, on a constaté que c'était aussi au niveau alimentaire un des aliments les plus nutritifs connus jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on la cultive pour la consommation humaine notamment. Alors il existe différentes variétés de cette spiruline, qui ont des formes différentes en fonction
des lacs dans lesquels on les a trouvés, puisqu'actuellement sur Terre on trouve la spiruline plutôt dans des lacs salés. Ce n'est pas une algue marine, c'est une algue d'eau douce qui vit dans les lacs salés des régions tropicales. Elles ont différentes morphologies, mais c'est toujours la variété Arthrospira platensis. Dans les régions tropicales, donc, on trouve des lacs salés, par exemple en Afrique, en Asie ou en Amérique centrale, où la spiruline se développe. Elle est consommée dans certains cas par les flamants roses, qui s'en servent d'aliments naturels, mais elle est aussi utilisée notamment au Tchad de façon traditionnelle par certaines peuplades, donc, qui s'appellent des Kamambous, et qui ont découvert les vertus nutritionnelles de la spiruline et la consomment donc de façon traditionnelle. C'est en observant ces pratiques de récolte, ici on voit des femmes là, qui récoltent avec des bassines à la surface du lac. Elles vont ensuite faire sécher la spiruline sur le sable de la plage, et puis ce produit séché va être vendu au marché. Et c'est en découvrant cette habitude gastronomique, on va dire, ou culinaire, que des scientifiques occidentaux se sont rendus compte que cette microalgue avait des vertus intéressantes et qu'on pouvait la cultiver. Donc depuis 40 ans, on sait cultiver la spiruline dans des bassins, ce qui permet d'en produire un petit peu partout sur la planète, dans des endroits favorables où on va trouver de l'ensoleillement, de l'eau et un certain nombre de gens motivés pour faire le travail. Donc la production mondiale aujourd'hui en 2014, elle se situe aux alentours de 10 à 20 000 tonnes par an, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. L'essentiel provient de sites industriels comme ici des bassins aux États-Unis. On voit une voiture garée à côté des bassins, ce qui donne une petite idée de la taille des installations. On a des installations qui font plusieurs hectares de bassins, donc c'est des très grandes productions. Aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la Chine, qui a mis en place un plan de développement de la spiruline assez vigoureux et qui leur permet aujourd'hui d'être très largement premier producteur mondial de spiruline. Nous, on travaille ici en France et on verra aussi en Afrique sur un modèle qui est un modèle qu'on appelle le modèle artisanal. On va travailler sur des installations de quelques centaines de mètres carrés. En France, on travaille abrité sous serre, de façon à se protéger donc, de la pluie et également à avoir une chaleur plus importante grâce à l'effet de serre qui va permettre de chauffer l'eau quand il fait soleil. Également, on peut cultiver la spiruline à l'échelle familiale, des tout petits bassins de quelques mètres carrés. C'est possible en France, mais c'est aussi possible par exemple en Afrique ou dans des endroits où sévit la malnutrition. On peut faire des petites cultures à petite échelle, c'est possible aussi de travailler la spiruline à cette échelle-là. À l'extrême, on a aussi des expérimentations qui sont faites pour les missions spatiales par la NASA, par l'Agence spatiale européenne, pour emporter des cultures de spiruline de façon à alimenter les spationautes qui sont dans des conditions où ils ont besoin de produire de la nourriture avec un minimum de consommation d'énergie et un maximum de qualité nutritionnelle. Donc il y a différentes façons de cultiver la spiruline. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthode artisanale, la méthode que je pratique, que nous pratiquons en France de manière habituelle. Et c'est donc l'exemple de la ferme Spiruline de Provence à Carqueiranne que je vais présenter. Donc la situation, elle est assez sympathique, pas loin de la mer, face à la presqu'île de Gien et l'île de Porquerolles. On voit ici des serres en verre, qui étaient auparavant des serres de rosier, qui ont été aménagées pour la culture de la spiruline. Aménagées, c'est-à-dire qu'on a construit à l'intérieur des bassins. Donc on voit ici des photographies de bassins. Donc ce sont des bassins qui font une dizaine de centimètres de profondeur. Ce ne sont pas des bassins très profonds. Ils sont simplement posés sur une surface horizontale et on a mis en place une bâche étanche qui permet de conserver l'eau. Avec également un système d'agitation qu'on voit ici, qui permet en tournant de créer un mouvement et de brasser les algues de façon à les mettre en mouvement dans l'eau pour favoriser leur développement. Alors le milieu de culture dans lequel se développent les spirulines, donc j'en ai pris un échantillon avant de venir, c'est ce qu'on retrouve donc dans cette bouteille, simplement. Voilà, de l'eau verte. En fait, ce milieu de culture il est très spécial, c'est de l'eau douce légèrement salée dans laquelle on va amener un certain nombre d'éléments minéraux, du phosphore, du magnésium, du potassium, un certain nombre d'oligo-éléments également, de fer, de manganèse, de bore, etc. Et c'est un milieu qui est très particulier dans lequel il n'y a que la spiruline qui va se développer. On a un pH très élevé, supérieur à 10, donc extrêmement basique, extrêmement sélectif, c'est-à-dire que les autres êtres vivants aquatiques, comme les moustiques, comme les grenouilles, comme d'autres algues ou bactéries, ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas survivre dans le milieu de culture de la spiruline. Donc dans les bassins, on n'a que de la spiruline, ce qui a un énorme avantage technique, il n'y a pas besoin de trier, et également un avantage sanitaire, puisque dans des conditions pareilles, il n'y a aucun micro-organisme pathogène ou dangereux qui peut se développer. Donc ça, c'est un point très très intéressant et très important. Et de plus, quand on visite les installations, on est surpris parce qu'il n'y a aucune odeur particulière, on ne sent pas une odeur de vase, de marécage, on ne sent rien du tout.
parce que le milieu de culture de la spiruline est très très particulier. Alors les conditions, donc, comme je disais, sont très sélectives. La température de l'eau idéale est de l'ordre de 25 à 40 degrés maximum, qui est la température donc, la plus favorable pour le développement des spirulines. En France, donc, on a une production qui est saisonnière, qui s'étend d'avril à octobre, quand les conditions donc, météo permettent de chauffer l'eau. Également, on a maintenant un développement de production lié à des sources d'énergie comme les productions de biogaz, par exemple, qui génèrent de la chaleur et qui permettent de cultiver la spiruline par un apport de chaleur supplémentaire pratiquement toute l'année. Ça, c'est un peu nouveau et c'est très particulier. Quand on n'a pas de source de chaleur à bas prix, on va dire, on se contente de la chaleur du soleil. Et donc, en général, la production est saisonnière en France, alors que dans d'autres pays du monde, sous les tropiques par exemple, la production peut se passer toute l'année. La chaleur est le premier facteur limitant de la production de spiruline. Qu'est-ce que tu veux dire par spiruline toujours bonne à récolter, à consommer? Alors justement, je vais y venir. Donc en pleine saison, on a un taux de croissance de 25% par jour, c'est-à-dire que chaque spiruline, on a vu au microscope ces petites spirales, eh bien elles vont se développer, elles vont se diviser sans cesse, en fait se multiplier, avec des taux de croissance qu'on observe dans nos bassins qui peuvent atteindre 25 à 30% par jour. C'est-à-dire que chaque jour, on a 25-30% de plus de spiruline dans les bassins. Alors c'est pas spectaculaire, c'est pas comme si on avait un arbre qui poussait, le lendemain on revenait, il y avait un deuxième arbre à côté. Là ça se passe dans l'eau, simplement on voit l'eau qui est de plus en plus concentrée, de plus en plus riche en spiruline. Et en fait le principe c'est qu'elle est toujours bonne à récolter, toujours bonne à consommer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeune spiruline ou de vieille spiruline. En fait les spirulines sont toujours prêtes à être consommées et en fait elles sont constamment renouvelées. C'est-à-dire que dès qu'une cellule a ce qu'il lui faut pour faire 2 nouvelles cellules, eh bien elle fait 2 nouvelles cellules parfaitement neuves et parfaitement, comment dire, il n'y a pas de vieillissement en quelque sorte. Donc le principe, c'est que dès qu'on a atteint une concentration suffisante en spiruline dans les bassins, eh bien on va commencer à récolter la spiruline de façon à pouvoir l'extraire des bassins et la consommer. Alors comment se passe la récolte? Là on travaille sur quelque chose de microscopique, donc ça paraît un petit peu curieux, on se demande comment faire pour la récupérer. Eh bien tout simplement, on va pomper l'eau dans les bassins avec des pompes et on va l'amener donc sur des filtres qui ont une maille de l'ordre de 30 microns, c'est-à-dire des mailles qui sont plus petites que la taille des spirulines, mais qui sont suffisamment grandes pour laisser passer l'eau. C'est quoi comme... vous utilisez des toiles de sérigraphie ou de la main inox? Oui, c'est des toiles de sérigraphie, en effet, ce sont des filtres utilisés pour l'industrie. Ce sont en fait des mailles qui sont tissées et soudées avec une calibration extrêmement précise, un petit peu comme des barreaux on va dire des barreaux de prison quelque part. C'est-à-dire qu'on a des fils qui sont très régulièrement soudés, qui permettent donc d'avoir un écartement qui est stable, qui est toujours de 30 microns. Donc l'eau passe à travers sans problème. Par contre, les filaments de spiruline, eux, vont rester coincés, vont rester capturés. C'est ce qui va permettre donc de récolter la spiruline. Donc tous les matins, pendant la saison chaude, on va faire une opération de pompage et de filtration. On va filtrer à peu près 20-25% du volume de chaque bassin, retirer donc la spiruline en la conservant sur le filtre, et le milieu de culture, lui, va retourner dans le bassin, où il va continuer à être utilisé pour la suite de la culture. Toutes les spirulines qui restent dans le bassin vont continuer à se multiplier pendant le jour suivant, etc. etc. C'est comme ça qu'on arrive à prélever sur toute la saison plusieurs centaines de kilos, alors que si on récoltait en une fois le bassin, on ne récolterait que quelques dizaines de kilos. Donc le fait de faire ce prélèvement quotidien petit à petit, ça permet au fil du temps d'avoir des grandes quantités de production. C'est très différent des cultures habituelles, c'est très différent des légumes ou des fruits qu'on cueille à maturité et puis après ça s'arrête. Là, on va pouvoir récolter en continu. Alors, la filtration donc, va nous donner une sorte de crème qui s'accumule à la surface du filtre. On la voit ici sur le filtre. Donc cette crème est composée de milliards de petites spirulines qui sont restées capturées. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que des spirulines puisque dans les bassins, il n'y a que de la spiruline. Donc là, on a le produit donc, qui est prêt à être travaillé. Une fois donc qu'on a arrêté le pompage, on va récupérer cette crème et on va la presser. Ici on voit donc une galette de spiruline qui sort du pressage. En fait ça ressemble à de la pâte à modeler ou de la pâte à pain. C'est une pâte très compacte en fait, qui a été débarrassée du milieu de culture qui restait encore avec les spirales. Là on n'a plus que les petites spirales serrées les unes sur les autres. On a un produit frais parce qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur des cellules de spiruline. Donc on a un produit humide qui contient encore 75% d'eau, que l'on appelle la spiruline fraîche. Alors on peut la consommer à ce moment-là, c'est un produit intéressant qu'on peut mélanger avec de l'huile d'olive, du citron, mais c'est un produit qui nécessite une chaîne du froid pour être conservé, et qui nécessite donc d'être conservé
entre 4 et 5 degrés de température, et la durée de conservation va être limitée à 4-5 jours maximum. Donc c'est un produit dont on ne fait pas la commercialisation jusqu'à présent. On préfère, pour commercialiser la spiruline, la faire sécher. Le séchage va permettre de la conserver beaucoup plus longtemps. Alors comment est-ce qu'on fait le séchage? Eh bien, on a des techniques en France qui sont relativement artisanales, mais néanmoins très efficaces. Eh bien, on va introduire la pâte dans un poussoir et en tournant la manivelle, on va faire passer à travers une petite plaque perforée qui va nous permettre de faire comme des petits spaghettis. Donc, on va étaler sur des cadres de séchage et ces cadres de séchage donc, vont être rentrés dans un séchoir. Le séchoir, en fait, c'est une pièce dans laquelle on va avoir une ventilation extrêmement importante qui va permettre, en faisant circuler de l'air chaud et sec, eh bien, de faire évaporer progressivement l'eau qui se trouvait dans les spirulines, de façon à obtenir un produit sec. Donc, quand je dis de l'air chaud, en fait, c'est un air à température ambiante, grosso modo en dessous de 40 degrés. On va privilégier un gros débit d'air avec une température très moyenne, plutôt que de chauffer l'air à une température très élevée. Ceci dans l'idée de conserver un maximum de qualité nutritionnelle à la spiruline. Plus les températures sont élevées, plus les qualités diminuent, et plus donc on va avoir une perte de qualité du produit. Donc on cherche plutôt à travailler sur des basses températures de façon à garder la qualité du produit. Tout ça se passe dans la même journée, le soir même en fait, après la récolte, on a fait le séchage, le soir même, eh bien, on va récupérer les spaghettis, les casser en petits morceaux, et on obtient ce qu'on appelle les paillettes de spiruline, c'est-à-dire le produit brut. Chaque petite paillette contient des milliers de petites spirulines serrées les unes sur les autres et déshydratées. Il faut imaginer que dans cette technique-là, la petite forme spiralée qu'on a vue au début est intacte, elle est conservée. L'enveloppe des cellules de spiruline protège le contenu. On verra les vitamines, les protéines, etc. Tout ça est bien protégé. Alors qu'avec d'autres techniques de séchage, à haute température notamment, eh bien, on a un éclatement des cellules et donc une perte de qualité. Donc nous, en production artisanale, on va rechercher plutôt, avec un peu plus de travail manuel, c'est vrai, mais une qualité meilleure, de façon à avoir des clients satisfaits, puisqu'on va voir que c'est derrière, ce sont nos clients qui font la publicité. Et ça, c'est quand même un gros avantage au niveau commercial. Une fois séchée, la spiruline peut se conserver entre 3 et 5 ans, voire plus, tout simplement parce que le séchage permet de stabiliser le produit. Voilà pour ce qui est de la production. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-là concernant la technique de production.